L'image aujourd'hui de la mode se fait comme ça. C'est par le visage des filles qu'on exprime ça. Mais j'aime pas beaucoup qu'on parle de marché, parce que c'est un marché basé sur l'injustice. Il y a où ça marche, il y a là où ça ne marche pas. Donc c'est très difficile à dire. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme prévu, aujourd'hui on va parler d'un autre monument de la mode. Installez-vous confortablement, on va partir sur une grosse vidéo encore une fois. Likez, commentez, partagez, et puis on part tout de suite pour la vidéo. Karl Lagerfeld, bonsoir, merci d'être avec nous. L'idéal pour vous, c'est quoi? Et bien de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, dans des endroits qui me plaisent. Karl Otto Lagerfeld voit le jour en 1933 à Hambourg, dans une Allemagne marquée par la moitié du nazisme. Son univers familial est relativement protégé. Son père, Otto Lagerfeld, est un industriel prospère spécialisé dans l'importation de lait en conserve. Sa mère, Elisabeth, est une femme cultivée, passionnée de musique classique, qui joue du violon et parle plusieurs langues. Karl grandit dans une maison confortable, à l'écart des privations que connaissent de nombreux enfants de son âge. Mais ce confort matériel ne compte pas son besoin de solitude et de création. Très tôt, il se distingue par son caractère indépendant, presque distant. Il n'est pas l'enfant qui court dans les rues, ni celui qui cherche des camarades de jeu. Il préfère s'enfermer dans ses mondes intérieurs. Il observe, il écoute, mais surtout, il dessine. Les cahiers d'école se remplissent de silhouettes féminines, de visages inventés, de robes imaginaires. Karl racontera plus tard qu'un jour, sa mère lui demanda ce qu'il voulait comme cadeau. Au lieu d'un jouet, il répondit du papier et des crayons. C'est tout ce dont il avait besoin. Son environnement familial nourrit aussi son imaginaire. Sa mère l'emmène parfois à l'opéra, lui fait découvrir l'art, les grands livres illustrés, la peinture classique. Karl dévore ces images comme d'autres dévorent des contes. Il observe les drapés, les costumes, les jeux de lumière et les reproduit sur ses carnets. Mais son regard est déjà celui d'un futur créateur. Il ne se contente pas de copier, il transforme, il stylise et il réinvente. Tandis que d'autres enfants vivaient dans l'instant, Karl dessinait déjà l'avenir. Chaque page griffonnée était un fragment de destin, chaque trait une promesse silencieuse. En 1953, à seulement 19 ans, il prend une décision radicale, quitter Hambourg pour Paris, capitale de la mode et des arts. Ce n'est pas un simple voyage, c'est un exil volontaire, une fuite vers sa propre légende. Nous sommes donc en 1954. Paris renaît lentement après les ombres de la guerre. La mode, elle aussi, se réinvente. Christian Dior a déjà bouleversé les codes en 1947 avec son fameux New Look, cette silhouette en taille de guêpe et les jupes corolle qui redonnent aux femmes l'envie de rêver. Les jeunes créateurs affluent vers la capitale prêts à inventer un futur flamboyant. Parmi eux, un jeune Allemand de 21 ans, Karl Lagerfeld, lunettes fines, costume sobre, mais déjà une confiance qui tranche avec son âge. Il s'inscrit au prestigieux concours international de la laine, organisé par le secrétariat international de la laine, un tremplin pour toute une génération. Le principe, dessiner des modèles innovants en utilisant la laine, matière alors considérée comme classique et un peu lourde. Mais Karl transforme la contrainte en atout. Il imagine un manteau moderne, structuré presque architectural, qui surprend le jury par sa rigueur et son audace. Dans cette compétition, on va retrouver un autre prodige, Yves Saint Laurent. Tandis que Saint Laurent triomphe avec une robe féminine et poétique, Karl remporte le premier prix du manteau. Deux jeunes talents révélés le même jour, deux futurs géants, dont les destins parfois parallèles, parfois opposés, vont marquer l'histoire de la mode. Ce jour-là, Paris ne vit pas seulement deux jeunes hommes recevoir un prix, elle assiste à la naissance de deux légendes. Grâce à cette victoire, Karl est repéré et engagé comme assistant chez Balmain, maison prestigieuse où il travaille directement sous l'œil attentif de Pierre Balmain. Il apprend la précision, la discipline et les règles strictes de la haute couture. C'est une école exigeante, presque militaire, où chaque pli, chaque couture doit être parfaite. Quelques années plus tard, il rejoint Jean Patou, où il occupe le rôle de directeur artistique sur plusieurs collections. Mais là encore, l'exercice lui paraît trop contraint, les codes rigides, les traditions figées de la couture ne lui suffisent pas. Karl brûle d'envie de s'émanciper, de créer selon sa propre vision. Dans les ateliers parisiens, il a appris l'art de la discipline. Mais au fond de lui, Karl rêvait déjà de briser les règles, de détourner les codes. Il ne fait pas ça pour obéir, mais pour réinventer. La mode ne savait pas qu'on en pouvait en faire un métier. À la fin des années 60, Paris bouillonne, la jeunesse revendique sa liberté, la mode s'émancipe et les maisons de couture doivent s'adapter
à ce vent de modernité. C'est dans ce contexte qu'un jeune Karl Lagerfeld, déjà reconnu pour son audace et son talent, rejoint Chloé, maison fondée en 1952 par Gaby Haguion. Chloé n'est pas encore l'icône internationale qu'elle deviendra. Elle représente une certaine fraîcheur, une couture plus accessible, plus proche de la femme et de tous les jours. Et Karl, lui, il va apporter sa vision unique, une poésie appliquée aux vêtements. Il mêle la légèreté et la structure, le romantisme et la modernité. Les robes sont fluides, les tissus sont légers, les coupes aériennes. Mais chaque détail est travaillé avec une précision presque obsessionnelle. Les collections deviennent des hymnes à la féminité libre, loin des corsets et des codes rigides de la couture classique. Sous sa direction, Chloé attire une clientèle jeune et branchée. Les femmes qui portent ses créations deviennent des icônes de liberté et d'élégance. Elles se sentent à la fois féminines, modernes et indépendantes. Karl transforme la maison en laboratoire créatif où chaque collection raconte une histoire, un rêve, un fragment de liberté. En 1965, Karl Lagerfeld franchit une nouvelle étape dans sa carrière en rejoignant Fendi, maison romaine réputée pour ses fourrures mais encore très traditionnelle et conservatrice. Rome, avec ses lumières dorées et ses palais baroques, devient pour lui un terrain d'expérimentation. Sa mission est claire, moderniser la fourrure jusqu'alors considérée comme un symbole bourgeois et un peu figé. La fourrure devient pour Karl une matière à sculpter, à transformer. Il ne se contente plus de manteaux classiques. Il colore, découpe, tord, combine les textures et les motifs. Chaque pièce devient une œuvre d'art à la frontière entre le luxe et l'audace. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il invente le célèbre logo FF pour Fendi. Derrière ces deux lettres, un jeu de mots subtil, Fun Fur, ou la promesse de réinventer la fourrure avec légèreté et créativité. Ce logo deviendra un symbole iconique, visible sur des sacs, des manteaux, des accessoires et même des casquettes, et qui est maintenant resté l'un des logos les plus reconnaissables de la mode mondiale. Sous son influence, Fendi devient une maison visionnaire. Les créations oscillent entre extravagance et élégance. Manteaux oversize aux couleurs surprenantes, patchwork audacieux, fourrure sculpturale, digne des sculptures modernes. Karl ne se contente pas de suivre les tendances, il les crée. Cette collaboration se prolongera pendant plus de 50 ans, un record dans l'histoire de la mode. Peu de créateurs ont eu le privilège de façonner l'identité d'une maison sur une période aussi longue. Fendi devient alors pour Karl un laboratoire où il expérimente des techniques inédites tout en affirmant son propre style, rigueur, précision et audace graphique. En 1983, Chanel n'est plus la maison qu'elle a eue sous Coco Chanel. Après le décès de la créatrice en 1971, la maison a perdu de sa vigueur et de son influence. La haute couture semble figée dans le passé et beaucoup considèrent que le mythe est terminé. C'est alors que Chanel va contacter Karl Lagerfeld. Et il y voit ici l'opportunité de ressusciter Chanel. Non pas comme un simple hommage à Coco, mais en réinventant pour une nouvelle époque. Son approche est radicale, il respecte l'héritage tout en injectant un souffle moderne, une audace qui choque et séduit. Le tweed, symbole de Coco Chanel, devient le terrain d'expérimentation de Karl. Il conserve la silhouette emblématique du tailleur, mais joue avec les couleurs, les textures et les proportions. Les manches sont parfois exagérées, les jupes raccourcies, les boutons agrandis et dorés. Karl transforme les classiques en intemporels, ajoutant une touche de glamour rock qui n'avait jamais été vu auparavant. Le tweed, manteau du passé, devient alors avec Karl une armure moderne, souple et légère, capable de traverser les décennies. Karl introduit le logo Chanel XXL, un double C désormais visible partout sur les sacs, les pulls, les accessoires. Il comprend que la mode devient une image et symbole, pas seulement un vêtement. Il joue avec les provocations subtiles. En 1991, il choque le public avec des bustiers ornés de chaînes dorées et de croix catholiques. Les défilés deviennent alors polémiques, médiatiques, mais toujours élégants et artistiques. Karl ne se contentait pas seulement de créer des vêtements, il inventait les symboles, des icônes, des images qui traversaient l'esprit des spectateurs. Dans les années 2000, chaque défilé Chanel devient un événement culturel. Une fusée qui décolle sur le podium, une plage reconstituée avec du sable et des vagues artificielles, un supermarché Chanel avec mannequins poussant des chariots de luxe. Chaque création est mise en scène comme une performance, transformant le défilé en expérience immersive. Karl ne se contentait pas d'être le directeur artistique, il va devenir carrément l'image vivante de Chanel. Ses lunettes noires, son gilet noir, ses gants, son allure immédiatement reconnaissable et énigmatique. Ses interviews, son humour cinglant et ses phrases provocatrices font faire de lui un personnage public autant qu'un créateur.
Il impose sa vision et son autorité avec une clarté absolue. Le style Chanel devient alors un indissociable de son esprit. Grâce à Karl, Chanel redevient la marque la plus désirée au monde, symbole de luxe, de féminité et d'audace. Il modernise les classiques, il invente des icônes et transforme chaque accessoire en objet culte. La création de Karl continue d'influencer la mode contemporaine, des sacs aux bijoux en passant par les défilés et les campagnes publicitaires. Sous ses mains, Chanel est devenu une légende vivante, un mythe moderne. Chaque couture, chaque bouton, chaque geste de Karl a écrit une page de l'histoire de la mode. Mais Karl n'était pas sans contradiction. Ses phrases cinglantes, souvent médiatisées, ses critiques parfois brutales, lui ont valu autant d'admiration que de polémiques. Pourtant, derrière ce vernis impénétrable se cachait un humour noir, un esprit vif et une capacité rare à observer le monde avec lucidité. Choupette, son chat birman, devient presque une célébrité à part entière. Karl la considère comme sa muse et Choupette héritera même d'une partie de sa fortune et d'une notoriété mondiale sur Instagram. En 1971, Karl Lagerfeld croise la route de Jacques de Bacher, un jeune dandy parisien au charme dévastateur. À 22 ans, Jacques est beau, cultivé, excessif. Il ne vit que pour séduire, choquer et briller. On le décrit comme un provocateur né capable de s'inventer 1000 vies en une seule soirée. Karl, lui, est déjà Karl. Secret, travailleur, méticuleux, ce contraste attire immédiatement l'un vers l'autre. La rencontre devient un choc électrique. Karl est fasciné par la liberté de Jacques, par son goût du danger, par sa désinvolture élégante. Jacques lui admire l'intelligence, l'esprit et la discipline de Karl. Entre eux se noue une relation complexe qui échappe aux définitions habituelles, ni purement amicale, ni véritablement amoureuse, mais une fusion unique, hors du temps. Les années 70 à Paris sont marquées par une libération de mœurs, l'essor des nuits folles et de la culture underground. Les palaces deviennent le cœur battant de cette époque, un théâtre de la décadence où se croisent artistes, aristocrates, mannequins et musiciens. Jacques de Bacher y règne en prince, toujours impeccablement habillé, souvent maquillé, il fascine et choque. Il aime brouiller les genres, jouer avec son image, faire de sa vie un spectacle permanent. Karl, qui fréquentait ce monde sans vraiment s'y abandonner, trouvait en Jacques son passeur vers cet univers. Il l'observait comme on observe une œuvre d'art en mouvement, mais il restait à distance, refusant les excès qui dévoraient son compagnon. La présence de Jacques ne fut pas neutre dans le duel silencieux qui opposait Karl à Yves Saint Laurent. Jacques entretient en effet une liaison passionnée et destructrice avec Yves, là où Karl vivait son attachement dans une retenue glacée. Yves se consumait dans la passion. Cette histoire crée un triangle étrange et explosif. Yves, amoureux et tourmenté, Karl, fidèle et silencieux, Jacques, insaisissable et manipulateur, savourant parfois ce rôle de déclencheur. La rivalité entre Karl et Yves, déjà immense sur le plan créatif, s'envenima encore davantage. Pour Karl, c'était une blessure intime. Jacques était à lui, mais d'une manière qu'il ne pouvait pas contrôler. Pour Lagerfeld, Jacques fut à la fois une source d'inspiration inépuisable et une douleur constante. Inspiration parce que Jacques incarnait l'époque, son ambiguïté, sa provocation. Karl puisait dans cette énergie pour nourrir ses créations. Et une douleur aussi parce que cet amour platonique le condamnait à l'attente et à la frustration. Karl le protégeait, le soutenait financièrement, mais restait en retrait de ses excès. Il savait que Jacques se perdait et il savait aussi qu'il ne pourrait pas le sauver. Dans les années 80, les fêtes deviennent plus sombres. La drogue, l'alcool et les excès consument Jacques. Puis vient le sida, cette maladie encore incomprise, qui frappe durement la jeunesse dorée et le monde de la nuit. En 1989, Jacques apprend qu'il est condamné, il n'a que 37 ans. Karl, fidèle malgré tout, l'accompagne jour après jour. Il veille à son chevet, quitte à délaisser ses obligations. Ses proches racontent qu'il fut d'une douceur extrême, qu'il prit soin de Jacques jusqu'à son dernier souffle. Le 17 septembre 1989, Jacques de Bacher s'éteint. Karl est brisé. La mort de Jacques fut un tournant. Karl avouera plus tard qu'il ne s'autorisa plus jamais à aimer. C'était trop douloureux, trop définitif. Mais au lieu de sombrer, il transforma ce deuil en énergie créatrice. Toute sa vie devint discipline, travail et production. Les défilés grandioses, les punchlines assassines, les lunettes noires, tout cela formait une armure. En vérité, derrière ce masque, il y avait toujours l'ombre de Jacques, une absence qui brûlait en silence. Jacques de Bacher fut son chaos, sa muse, son double sombre. Après lui, Karl n'aimait plus, mais dans chaque collection, dans chaque provocation, dans chaque éclat de beauté excessive, résonnait encore l'écho de son amour impossible. Il fallait des noms nouveaux, il y avait un autre monde à construire, je ne sais pas quoi. Et
J'ai trouvé ça quand même assez fascinant, le personnage et tout, que quand on me l'a proposé une deuxième fois, j'ai accepté parce que tout le monde me disait ne faites pas, ça ne marchera pas. Mais c'était la première fois où une marque est redevenue un truc de mode, apparemment, qui donne envie. La mort du grand couturier Karl Lagerfeld, dernière grande icône de ce monde, il vient de décéder à l'âge de 85 ans. Il s'occupait des créations de Chanel depuis 35 ans. Respecté et admiré, Karl Lagerfeld sera resté le roi de la mode pendant près de 60 ans. En février 2019, Karl Lagerfeld s'éteint à Paris à 85 ans. Le monde de la mode perd un génie, un visionnaire, un personnage dont l'existence seule incarnait une époque. Pourtant, sa disparition ne signifie pas la fin de son influence. Ses créations, ses défilés, ses photographies et même ses gestes deviennent immortels, gravés dans l'histoire de la mode. Chaque maison qu'il a façonnée, Chanel, Fendi, Chloé et sa propre marque, continue de porter sa vision, sa rigueur, son audace. Ces derniers défilés, réalisés quelques jours avant sa mort, deviennent des hommages involontaires, des clins d'œil à son univers, des célébrations de son génie créatif. Les podiums transformés en scènes théâtrales sous ses yeux restent le reflet de sa capacité à créer du spectacle et du désir à chaque instant. Karl ne meurt jamais vraiment. Chaque fil de tweed, chaque éclat de fourrure, chaque logo double C, chaque défilé spectaculaire porte encore son empreinte. Il a transformé la mode en langage universel et son esprit continue de parler à travers chaque création. Quelques jours seulement après la mort de Karl Lagerfeld, la maison Chanel s'apprête à dévoiler la dernière collection conçue par son directeur artistique, disparu le 19 février. Ce sera son adieu au monde, un testament en forme de défilé. Comme toujours, le Grand Palais est métamorphosé, mais cette fois-ci, la scénographie prend une dimension presque spirituelle. Les équipes de Karl ont construit un village de montagne, chalets en bois, fumant de vraies cheminées, pistes enneigées, sapins givrés, ciel d'hiver peint sur la verrière. On entre dans un décor digne d'un film, une station de ski chic et intemporelle, figée dans une blancheur éclatante. La neige crisse sous les pas, l'air est glacé malgré qu'on soit à Paris. Ce n'est pas un simple décor, c'est une métaphore, l'hiver comme symbole du cycle qui s'achève, de la beauté figée dans l'éternité. D'ordinaire, les défilés Chanel s'ouvrent sur des murmures, de la musique, parfois des rires, mais ce jour-là, le silence est lourd dans le public, des célébrités, des mannequins, des journalistes, tous savent qu'ils assistent à un moment d'histoire. Certains ont les yeux rouges avant même le début. On attend Karl, son apparition habituelle à la fin du défilé, mais on sait qu'il ne viendra pas. Puis les mannequins apparaissent. La collection est fidèle à l'univers Lagerfeld, des tailleurs en tweed revisités, des manteaux longs, ceinturés, des pantalons larges, des silhouettes à la fois sportives et aristocratiques. Les couleurs vont du blanc neige au noir profond avec des touches de rouge, d'émeraude et de bleu nuit. On retrouve les grands codes de Chanel, perles, chaînes, sacs matelassés, mais sublimés par une esthétique alpine. Chaque passage ressemble à une procession silencieuse. Ce ne sont pas seulement des vêtements, ce sont ces reliques, les derniers souffles créatifs d'un homme qui a redéfini la mode. À mi-chemin, l'émotion devient insoutenable, les mannequins défilent avec une gravité inhabituelle, certains ont du mal à retenir leurs larmes. Penelope Cruz, ambassadrice de Chanel, monte elle-même sur le podium, vêtue d'un tailleur blanc, tenant une rose à la main. Elle marche lentement comme un hommage funéraire. D'autres mannequins craquent en coulisses ou à la sortie. Ce défilé n'est pas seulement un spectacle, mais c'est une cérémonie pour Karl. Quand la dernière mannequin disparaît, le silence retombe, puis le public se lève d'un seul mouvement, des applaudissements retentissent, les invités s'enlacent, pleurent, rient parfois dans un mélange d'émotions contradictoires. Beaucoup racontent plus tard avoir eu la sensation d'assister à quelque chose qui dépassait la mode, un instant d'histoire, une page qui se tourne. Cet ultime défilé restera comme l'un des plus grands de l'histoire de la mode, non pas seulement pour ses vêtements, mais parce qu'il incarnait la quintessence de Karl, la démesure d'un décor théâtral, la discipline d'une collection cohérente, maîtrisée, l'ironie légère d'une phrase finale qui refuse le drame et surtout l'émotion brute d'un créateur aimé, parti au sommet. Ce jour-là, sous la verrière du Grand Palais, il n'y avait pas seulement un défilé, il y avait un adieu en blanc, pur et glacé comme une éternité figée. Karl Lagerfeld quittait la scène, mais son ombre, son esprit et son génie restaient pour toujours.
Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est prévu pour. Dites-moi quel grand couturier ou quelle marque vous aimeriez voir pour la prochaine vidéo. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.